logistique. On a le plaisir aujourd'hui et l'honneur d'accueillir Vladimir Andreev, qui est économiste du sport, un des pionniers en France, qui est professeur donc, honoraire à l'Université Paris-Sorbonne et qui a été nommé il y a quelques temps, peu de temps, président du comité scientifique de l'Observatoire de l'économie du sport. Donc on le remercie chaleureusement de nous donner de son temps dans ce séminaire qui est organisé à la fois par la faculté, par le LACES et puis par la MSH de Bordeaux. Voilà. Je ne vais pas résumer du coup l'ensemble des travaux de M. Andreev parce que ça prendrait du temps et on en a perdu déjà un petit peu. Deux axes de présentation aujourd'hui. Le premier sur... Le premier, en lien avec ses travaux sur les modèles de financement et de régulation du sport professionnel, et donc une présentation sur l'économie du sport féminin, du foot féminin. Et puis le deuxième, plutôt en lien avec ses travaux sur la mondialisation du sport et les enjeux géopolitiques qui sont liés, avec une deuxième partie donc, de la conférence à la MSH Bordeaux sur la réussite française, on espère, aux JO olympiques, enfin aux Jeux olympiques et paralympiques 2028. Voilà. On essaye de déborder un petit peu jusqu'à 16h, 16h15 pour rattraper un peu le temps. Et après, on se décalera à la MSH, il y aura une petite pause café, et puis on enchaînera sur la deuxième partie. Bon. Merci pour l'introduction. Merci pour votre patience. Et bon, comme on a un peu de retard, je ne vais pas exactement faire ce que j'avais prévu. Donc voilà, j'avais prévu 3 points dans ma présentation. Le premier aurait été une histoire économique et institutionnelle du football féminin. Il se trouve qu'il y a un livre qui fait ça très bien, qui est le livre de Luc Arondel et Richard Duhautois, Comme les garçons, l'économie du football féminin. Donc j'ai quasiment éliminé cette partie, je vais dire que quelques mots. Ensuite, je voulais parler, donc c'est ça, ça va être le centre de mon propos, de l'analyse économique de la division 1 féminine, c'est-à-dire la première division du football féminin en France, mais d'un point de vue économique, si vous voulez, avec les données dont je dispose qui vont que jusqu'en 2018-19. Après, il y a eu 2 saisons perturbées par la pandémie Covid, etc. Et on n'a pas encore les données suivantes. J'ajoute que ces données sont secrètes. On me les donne en n'indiquant pas le nom des clubs, mais je les devine évidemment. Mais la DNCG, c'est-à-dire la Direction nationale de comptabilité et de gestion, donne ces chiffres sans révéler l'identité des clubs. Alors je remercie quand même la DNCG pour avoir communiqué ces chiffres. Et puis, la troisième partie sera la plus courte de toute façon. Ça sera une sorte de conclusion comparant le foot masculin et le foot féminin en première division en France. Okay. Alors, sur le premier point, je vais passer que sur quelque chose, vous aurez peut-être le temps de lire en même temps quelques autres informations. Comme vous le savez, le football féminin a été banni des stades de football masculin en Angleterre en 1921, et ce bannissement a été propagé dans tous les pays du monde, même au Brésil, partout. Les filles n'avaient plus le droit de jouer sur les stades où jouaient les hommes. Voilà. Et ça a duré 50 ans, jusqu'en 71. En 71, donc, reprennent des compétitions officielles féminines de foot, et depuis le début du XXIe siècle, on peut dire que le foot féminin a commencé à se développer et même à devenir un sport internationalement reconnu. Alors, je vais passer sur les chiffres, mais je vais juste en citer un. Il y a actuellement, enfin le chiffre le plus sûr, c'est qu'il y a 13 millions de joueuses de foot dans le monde en 2019, ce qui représente 4% de tous les joueurs de foot dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a quand même 96% qui sont des garçons et 4% qui sont des filles. Et en termes de licenciés, les filles apparemment prennent plus de licences, elles sont plus assidues, elles représentent 6% des licenciés dans le monde. Alors, je n'insisterai pas sur d'autres chiffres que vous pouvez voir au tableau. Le football féminin est aujourd'hui tiré par l'existence de compétitions internationales. Alors, il y a la Coupe du Monde féminine. Alors là vous retrouvez les 13 millions dont j'ai parlé. Ils sont en bas, au total en bas à gauche.
Alors la Coupe du Monde, oups, c'est pas normal. Si je fais ça, voilà, c'est bon, ok. Alors, l'un des événements phares du football féminin, c'est la Coupe du Monde de foot par équipe nationale. Donc vous voyez que c'est une compétition largement dominée par les États-Unis, qui l'ont gagné 4 fois, et ensuite par l'Allemagne, qui a été vainqueur 2 fois, jusqu'en 2019 du moins, et aussi dominée par les États-Unis, parce que si vous regardez quelles sont les plus grosses affluences par match, bah ça a été aux États-Unis en 99. Ils ont même fait mieux que la Chine en 2007. Ils avaient plus de spectateurs et spectatrices par match qu'en Chine. Alors c'est tiré par ce genre de compétition-là. C'est tiré aussi par, alors dans le cas de l'Europe, excusez-moi, je me trompe de sens, c'est tiré aussi par d'autres compétitions qui sont les compétitions internationales de clubs. Vous savez sans doute qu'il y a une UEFA Women's Champions League, une Ligue des champions féminines de l'UEFA. Dans le CONMEBOL, il y a la Copa Libertadores féminine. C'est la même chose que la Coupe de l'UEFA féminine. Et depuis 2019, il y a une coupe, un championnat de club comme ça, qui fonctionne depuis 2019 en Asie. Donc, l'idée, c'est que de plus en plus, le football féminin devient international, devient regardé un peu partout. Il commence à attirer des sponsors. Vous en avez quelques-uns là au tableau. Et je vais terminer sur cette première partie brièvement en disant que malgré ce développement sur lequel je vous donne que quelques indices, si on a le temps, on pourra y revenir dans la conversation, mais malgré ce développement rapide du football féminin au niveau international et mondial aujourd'hui, il y a très peu d'articles qui sont consacrés à ce sujet. J'ai 3 collègues, la Valenti, Sell, alors Sell est un Français, et Morrow, qui sont à l'Université de Manchester, Metropolitan, qui ont publié en 2018 un recensement des articles consacrés en sciences sociales au football féminin. Ils ont trouvé 117 articles. Jusqu'en 2019, il y avait 117 articles publiés en sciences sociales sur le football féminin, mais il n'y avait que 13 articles qui étaient en économie ou management du sport. Les autres, c'était de la sociologie, ou c'était des études de genre, pourquoi les filles font du foot, etc. Bon. Donc, pas beaucoup d'articles économiques, et en fait, il y en avait un seul véritable papier qui analysait la ligue, enfin la division 1 du football féminin semi-professionnel en Allemagne, c'est-à-dire la Frauen-Bundesliga, un papier par Meyer, Cognier et Leinbacher qui est cité au tableau. Donc, jusqu'en 2019, on ne sait rien, on ne sait pratiquement rien en économie du sport sur le football féminin. Depuis 2 ans, c'est-à-dire un peu en 2022, beaucoup en 2023 et là au début 2024, dans ce laps de temps, il est paru une quinzaine d'articles économiques sur le foot féminin. Donc ils ne sont pas... Quand moi j'ai écrit mon papier, je ne les avais pas évidemment, ils viennent de paraître, disons, dans la dernière année. Beaucoup sont publiés par l'équipe de Nicolas Sell. Alors Nicolas Sell, c'est quelqu'un que j'ai cité qui est là, avec Valenti. C'est une équipe où il y a Valenti et Nicolas Sell surtout. Nicolas Sell est un Français qui a fait sa thèse en STAPS à l'université de Caen. Bon, puis après, il est devenu maître de conférence à Poitiers, puis après, il est parti en Angleterre. Voilà. Et donc là, ils ont un gros programme de recherche là-dessus. Donc, la pauvreté de la littérature est en train, heureusement, de diminuer. On publie de plus en plus dans ce domaine. Et donc, mon propre papier, c'est l'un de cette quinzaine d'articles un peu plus récents sur le foot féminin. Donc, j'arrive à la deuxième partie qui est, pour un économiste que je suis, au moins la plus intéressante. Je ne sais pas si ça sera le cas pour vous. Mais l'idée, c'est de faire, au sujet de la division 1 féminine, que je vais appeler D1F de temps en temps, donc pour la division 1 féminine, mon idée, c'était de faire la même étude que les études que j'ai faites sur la Ligue 1 professionnelle de foot. Okay.
d'utiliser la même méthodologie, les mêmes indicateurs, etc. Et c'est ce que je vais vous présenter. Et la méthodologie que j'utilise d'habitude consiste à comparer deux choses. Les performances sportives. Alors, prenons la Ligue 1. Performance sportive de la Ligue 1. Alors, il y a plein de manières d'évaluer la performance sportive de la Ligue 1. Mais bon, la première chose qu'on peut regarder, c'est est-ce que des clubs de Ligue 1 remportent des compétitions internationales. Okay, ça, c'est un bel indicateur de performance. Si on gagnait tous les ans la Champions League, bon, évidemment, ce n'est pas le cas, comme vous savez, mais ça serait magnifique. Alors ça, c'est un type d'indicateur, puis on peut avoir des indicateurs plus nationaux. Est-ce que la Ligue 1 est une compétition équilibrée ou déséquilibrée? Normalement, les économistes du sport pensent qu'une compétition plus équilibrée attire plus de spectateurs. Donc si elle attire plus de spectateurs, elle attire plus d'argent. Si elle attire plus d'argent, on peut recruter plus de joueurs, etc. Donc voilà, on peut regarder ça aussi. Tout ça, c'est ce que je vais appeler les performances sportives et économiques. Enfin, celles-ci sont sportives. Et puis après, on va regarder des performances économiques. Et pour ça, il faut disposer des comptes des clubs. Et grâce à la DNCG, comme je vous l'ai dit, j'ai pu disposer des comptes des clubs. Alors, quels sont, appliquons cette méthode, à la D1F, à la division 1 féminine? Est-ce que la division 1 féminine a de bonnes performances internationales? Est-ce que les clubs de D1F ont... Alors vous connaissez sans doute les deux principaux clubs de la D1F, qui sont aujourd'hui l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Mais il y a 12 clubs en D1F, donc il y en a 10 autres aussi. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord la compétition internationale dans laquelle se qualifient les deux premiers de la D1F? C'est la UEFA Women's Champions League, que j'ai déjà mentionnée. Alors, c'est la Ligue des champions féminines. Elle attire 200 000 spectateurs dans les stades, elle attire 200 000 spectateurs par an. Alors, c'est énorme, parce que ça fait 1600 spectateurs en moyenne par match. Alors que les masculins, ils attirent des dizaines de milliers de spectateurs. Mais bon, là, les filles attirent 1600 spectateurs par match. Vous avez le chiffre exact pour 2018-2019 au tableau. Et donc, elles attirent de ce fait des recettes au guichet, mais elles attirent aussi des sponsors. Dès qu'il y a des spectateurs, il y a des médias qui viennent et des sponsors. Voilà. Alors, les équipes qui participent à la Ligue des champions de l'UEFA féminine touchent 20 000 €. Le fait d'être qualifié pour cette compétition, l'équipe reçoit 20 000 €. Et puis après, bon, si elle est vainqueur de la compétition, mais ça a été très souvent le cas de l'Olympique Lyonnais, hein. Donc l'Olympique Lyonnais, à chaque fois qu'il a remporté la compétition, il a gagné 250 000 €. Okay, c'est pas mal quand même. Le finaliste, et ça a été le cas de Paris Saint-Germain 2 fois, il gagne 200 000 €. Et puis, si on est demi-finaliste, 50 000 €, etc. Donc, se qualifier pour cette Ligue des champions, pour les filles, c'est comme pour les garçons, ça ramène de l'argent. Alors, on verra beaucoup moins d'argent que chez les garçons, mais c'est tout de même intéressant de signaler. Et donc, voyons si les équipes françaises ont été performantes. Eh bien, la réponse est oui. La réponse est oui. Quel est le club qui, jusqu'en 2021, a gagné le plus souvent la Ligue des champions féminines? Eh bien, c'est l'Olympique Lyonnais. Et depuis, je crois, depuis 2021, ils ont encore gagné une fois. Donc, voilà, c'est le club qui gagne la Ligue des champions féminines. C'est un club français. Et vous voyez que Paris Saint-Germain, lui, il est allé 2 fois en finale. Runs-up signifie être en finale. Et si maintenant on classe les clubs par pays, vous voyez que le pays européen où il y a le plus de clubs qui ont gagné la Ligue des champions, c'est l'Allemagne. Ils ont eu 9 victoires avant 2021. Mais la France est deuxième, grâce à l'Olympique Lyonnais, où on fait 7 victoires. Donc, conclusion, au niveau international, la D1F est très performante. Parce que quand on comparera tout à l'heure avec la Ligue 1 professionnelle masculine,
il n'y a pas photo. Hein. Donc, elles sont vraiment performantes. Même l'équipe, là, qui est vraiment performante. Et donc, ce championnat, enfin, cette ligue, a une bonne performance au niveau international. Alors, pour aller au niveau national, alors, vous n'êtes pas des économistes et pas des statisticiens, donc ne vous affolez pas avec les formules, je vais vous dire, sans détailler la formule, ce qu'elles veulent dire. Bon, l'idée des économistes, c'est que une ligue qui est assez équilibrée, c'est-à-dire où les clubs ont des forces très proches les unes des autres, les uns des autres, attire plus de spectateurs. On pourra d'ailleurs revenir là-dessus dans la discussion, parce qu'il y a des économistes qui ne sont pas d'accord. Enfin, on est divisé. Il y en a qui pensent ça, et il y en a qui pensent autre chose. Bon, on pourrait lever la main à ce sujet. Pour l'instant, j'ai adopté l'hypothèse majoritaire chez les économistes américains et même européens, qui est plus la ligue est équilibrée, plus on va attirer des spectateurs, donc des revenus, plus c'est bien sur le plan sportif et ça aura des bonnes répercussions économiques. Alors, comment mesurer? Il y a une vingtaine d'indicateurs statistiques pour répondre à la question est-ce qu'une ligue est équilibrée? Je ne vous en présenter que 2 sur 20. C'est les 2 qui sont les plus souvent utilisés, sauf qu'il y a un indicateur qui est statique, c'est-à-dire qui dit quelque chose sur une saison, et l'autre il est dynamique. Il dit quelque chose sur saison après saison. Il est dynamique en ce sens qu'il compare les saisons entre elles. Alors le premier, la statique, qui s'appelle l'indice de Knowles-Scully, ce sont deux économistes américains du sport qui ont inventé cet indicateur. Alors, laissez tomber les formules, enfin si après vous voulez poser des questions, j'y reviendrai, mais le numérateur de la formule, donc la formule qui s'appelle MSCB, CBC, pour Competitive Balance, ça veut dire équilibre compétitif en anglais, NS c'est pour Knowles-Scully. Donc l'indice Knowles-Scully d'équilibre compétitif, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule au numérateur le truc qui est dans la racine carrée, là. Il y a un gros truc dans la racine carrée. Ça s'appelle l'écart type de la distribution statistique des victoires. Donc c'est un indicateur qui dit combien sont dispersées les victoires, comment elles sont réparties entre les clubs. Ça peut être très dispersé, c'est-à-dire tous les clubs gagnent, ou ça peut être très concentré, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Okay, voilà l'idée du numérateur. Et le dénominateur, lui, c'est la dispersion statistique des victoires d'une ligue très particulière, qui n'existe pas dans le monde, qui est une ligue où tous les clubs gagnent la moitié de leur match. Et donc, à ce moment-là, le numérateur est la moitié, c'est 0,5 ou 50%, comme vous voulez. 50% des matchs sont gagnés, et pour avoir une formule cohérente, ça s'écrit comme ça. Voilà. Donc, on compare la dispersion des victoires, ou la concentration des victoires, comme vous voulez, observée dans une ligue, à une dispersion théorique, qui est la dispersion d'une ligue où toutes les équipes gagnent un match sur 2. Et qu'est-ce que c'est qu'une ligue où toutes les équipes gagnent un match sur 2? C'est la ligue la plus équilibrée envisageable, concevable. Okay, donc on essaie de comparer l'équilibre ou le déséquilibre d'une ligue réelle à la ligue la plus équilibrée qui pourrait exister. Et je vais vous donner les résultats de ce calcul tout de suite pour la D1F. Et puis l'indicateur dynamique que j'ai retenu, là aussi il y en a plusieurs, c'est l'idée la suivante. Alors ça correspond à cette formule qui est un peu compliquée, je ne commenterai que si vous me le demandez tout à l'heure. L'idée c'est d'essayer de voir s'il y a une corrélation entre le classement de cette année dans une ligue. Je regarde le classement à la fin de la saison de cette année et je regarde si le classement de la saison dernière est le même. S'il est exactement le même, je veux dire, c'est hyper corrélé. C'est-à-dire l'équipe qui était première cette année, elle était première l'année dernière, l'équipe qui était dernière cette année était dernière l'année d'avant, et puis celle qui était 13e, c'était la même. Donc à ce moment-là, le coefficient de corrélation il est égalable. Si on est dans cette situation, le terme compliqué là s'annule, c'est égalable. Okay, donc la ligue la plus équilibrée, c'est celle qui aurait pour ce coefficient une valeur de 1, qui voudrait dire que le classement de l'an dernier et le classement de cette année sont identiques. Voilà.
Alors plus vous éloignez de 1, moins c'est identique. Moins c'est identique. Si vous arrivez à 0, ça veut dire qu'il n'y a plus de corrélation du tout. Les deux ligues ont des classements qui n'ont plus rien à voir l'une avec l'autre, l'un avec l'autre, une année avec l'autre. Voilà, alors, pardon, je vais à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça donne si on le calcule pour la division 1 féminine? Eh bien, vous voyez que, alors le Nol Scully, plus il s'éloigne de 1, plus la ligue est déséquilibrée. Le Nol Scully, plus vous éloignez de 1, plus c'est déséquilibré. Alors, qu'est-ce que vous voyez? C'est que la ligue féminine de foot française, là, elle est très déséquilibrée, parce qu'il y a une seule valeur qui est 1, quelque chose en 2007-2008. Sinon, en général, la valeur de l'indicateur est de 2 ou plus grande que 2. C'est très bien pour ceux qui font ces calculs, ça veut dire qu'elle est vraiment une ligue pas du tout équilibrée. Et puis, qu'est-ce que donne l'indicateur dynamique entre les saisons, quand on calcule entre les saisons que je vous ai indiquées? Si on est près de 1, c'est que c'est très corrélé. Si on est à 0,8, 0,9, 0,7, c'est qu'il y a une très forte corrélation entre le classement de cette année et le classement de l'an dernier. Et qu'est-ce que ça veut dire si une ligue a le même classement 2 années de suite? C'est qu'elle est très déséquilibrée. Ça veut dire que c'est toujours les mêmes qui gagnent et toujours les mêmes qui perdent. Donc plus ce coefficient-là est proche de celui à votre droite, plus il est proche de 1, plus la ligue est déséquilibrée. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est que, à part quelques saisons, comme en 2008-2009 ou en 2017-2018, où ce coefficient est assez faible, sinon vous voyez, il est souvent dans les 0,7, 0,8, 0,9, 0,6, etc. Donc c'est assez corrélé. Donc c'est assez déséquilibré. Donc, conclusion, le championnat de D1F, il est déséquilibré en statique, il est déséquilibré en dynamique, sauf quelques saisons, sauf par-ci par-là une saison. Et vous pouvez avoir une confirmation de ça, mais qui n'est pas bonne pour un statisticien ou un économiste que je suis, qui est de dire, mais regardez, c'est qui le champion? C'est toujours le même, c'est toujours Lyon, ou parfois Paris Saint-Germain, mais c'est presque toujours Lyon, le champion, mais il vaut mieux raisonner sur toute la distribution statistique que seulement sur le premier. On a plus d'informations si on raisonne sur tout le classement. Voilà, alors donc ça c'est pour les performances sportives. Alors on va regarder maintenant le modèle économique de la D1F. Alors la première chose, alors c'est des tableaux un peu lourds, je ne vais pas commenter tous les chiffres, mais là vous avez un tableau qui reprend depuis 2001 jusqu'à 2019 l'évolution de plusieurs choses. Et la première ligne, c'est l'une des plus intéressantes. En 2001, la D1F ne contient que des équipes amateurs. Que des équipes amateurs. Les équipes féminines n'appartiennent pas à des clubs professionnels. Il y a une équipe qui s'appelle Lyon en 2001. Mais elle s'appelle Football Club de Lyon. Elle ne s'appelle pas Olympique Lyonnais. Alors plus tard, l'Olympique Lyonnais va absorber Lyon FC. Et ça deviendra la section féminine de l'Olympique Lyonnais. Mais en 2001, c'est le FC Lyon, qui est une autre entité juridique que l'Olympique Lyonnais. Il y a en 2001 un club qui s'appelle Toulouse. Mais il s'appelle Toulouse OAC. Alors je ne sais plus ce que ça veut dire, Olympique, je ne sais pas trop quoi. Ok? C'est pas le TFC. C'est pas le TFC. Ah oui, mais plus tard, le TFC va racheter cette équipe-là. Et cette équipe-là va devenir donc l'équipe féminine d'un club pro, etc. Il y en a plusieurs comme ça, mais surtout, il y a des équipes comme Fleury, Juvisy, Sainte-Mémie, Schiltigheim. C'est que des amateurs, que des clubs amateurs. Alors vous regardez, vous lisez la ligne jusqu'en 2010, qu'est-ce qui se passe? Le nombre des clubs amateurs diminue. Et comme le total est de 12 clubs, vous voyez monter le nombre des clubs qui ne sont plus des clubs amateurs, qui sont les FSP, etc., enfin le sigle là, qui veut dire la section féminine d'un club professionnel masculin, qui passe de 0 en 2001 à 5 en 2010. Voilà. De plus en plus, le championnat se remplit de sections féminines
de clubs masculins professionnels. Et les clubs amateurs féminins disparaissent. En 2019, il n'en reste plus que 3, qui, si je me souviens bien, sont Juvisy, Fleury et ça doit être Paris Football Club. Il n'y en a plus que 3. Et cette année, il n'en reste plus qu'un, Fleury. Et il est 5e du classement, il ne va pas descendre en 2e division. Mais je ne lui donne pas beaucoup d'années à rester. Pour une simple raison, il n'a pas les budgets pour les autres. Mais les autres, il y a 11 clubs aujourd'hui en D1F qui sont des sections féminines de clubs professionnels masculins. Saint-Étienne, Montpellier, Dijon, etc. Voilà. Donc ça, c'est le chiffre presque le plus intéressant. Mais évidemment, avec ça, on peut en tirer des conséquences sur la taille du marché. Parce que le marché de Schiltigheim ou de Juvisy, bon, c'est des villes de quelques dizaines de milliers d'habitants, mais ça ne se compare pas à Toulouse, plus de 400 000 habitants, ça ne se compare pas à Paris, évidemment, ça ne se compare pas à Lyon, pas loin d'un million d'habitants, etc. Et donc, qu'est-ce que vous voyez dans la ligne du milieu, qui s'appelle en anglais market size? Vous voyez que la taille du marché moyen dans la division 1 féminine, il augmente. Il augmente. On passe d'environ 200 000 à plus de 300 000 spectateurs desservis. Alors c'est quoi cette taille du marché? Comment je l'ai calculé? J'ai pris les populations des villes. J'ai fait la moyenne. Je les ai additionnés, j'ai divisé par 12 pour voir la taille moyenne. Donc voilà, il y a une évolution sensible sur les 20 dernières années du football féminin première division, qui était au début totalement amateur et qui maintenant c'est pratiquement que des clubs pro, ce qui ne veut pas dire que les joueuses sont pros. En fait, les joueuses ne sont pas professionnelles. À part les Norvégiennes ou les Anglaises, etc., qui jouent en France, les Françaises en général sont semi-professionnelles ou professionnelles à mi-temps, ou elles ont un statut qu'on appelle de joueuse fédérale, ce qui leur permet de gagner de l'argent sans avoir un statut professionnel. Voilà. Et puis il y a aussi des amateurs. Il y a aussi quelques filles amateurs qui jouent au plus haut niveau. Voilà, c'est le statut des joueuses est très diversifié, on va dire, mais on va de plus en plus vers le professionnalisme quand même. Et il est aujourd'hui discuté l'idée qu'il y ait, et que soit créé un statut de footballeuse professionnelle en France en 2024. C'est un projet à l'étude actuellement. Alors, si je continue, on regarde l'affluence. L'affluence, c'est le nombre de spectateurs moyens dans les matchs des 1F. Alors, vous voyez, au début des années 2000, là, vers 2003, etc., on est dans l'ordre de 200 spectateurs en moyenne par match. Ça n'attire pas beaucoup de spectateurs. Et puis, à un moment donné, c'est en 2012, il y a un saut. Il y a un saut, on monte à 600. Et puis, on reste à 600 ou un peu au-dessus. Et la dernière année pour laquelle le graphique est complété, là, 2019, on atteint 900. En fait, on atteint exactement 920 spectateurs en moyenne par match de la D1F. 920 spectateurs, donc un peu moins de 1000 spectateurs, ça ne remplit pas beaucoup les stades. Ça ne remplit pas beaucoup les stades, mais bon, c'est beaucoup mieux que 200. Et puis surtout, c'est très dispersé autour de cette moyenne. Bon, la moyenne, elle est à 900, et vous voyez que l'Olympique Lyonnais, en moyenne, il a plus de 3000 spectateurs par match, pour les matchs des filles. Il a plus de 3000. Après, Paris Saint-Germain, il a dans les 1700, en moyenne, c'est quand même pas mal. Mais par contre, à l'autre bout de la distribution, vous voyez, Fleury, ils ont 300 spectateurs en moyenne par match, 314 en moyenne par match. Montpellier aussi, 316. Voilà, donc c'est très dispersé. Et puis, il y a un autre aspect de la dispersion, c'est qu'il y a quelques matchs dans la saison de D1F qui attirent beaucoup de spectateurs. Mais ce n'est pas n'importe quel match. Alors, j'ai mis les 10 meilleures influences en 2018-19, là. Vous voyez, comme par hasard, ce qui n'est d'ailleurs pas du tout un hasard, les deux matchs qui font 30 000 spectateurs et 25 000 spectateurs, c'est Lyon-Paris Saint-Germain. Le match aller, le match retour. Ok ? Il y en a un qui fait 30 000 et l'autre qui attire 25 000.
Puis après, derrière, il y a un Guingamp-Lyon. Mais Guingamp est une ville où le sport, le foot féminin est quasiment plus fort que le foot masculin. Voilà, c'est Guingamp. Puis après, vous voyez, les autres bonnes affluences, c'est toujours des Lyon, Paris Saint-Germain, de temps en temps Guingamp. Voilà. C'est concentré sur très peu d'équipes. Les belles affluences sont concentrées sur très peu d'équipes, en particulier Lyon et Paris. Alors voilà, ça c'est ce que je vous ai dit dans... Et alors, dernier point, là j'ai un tableau que je n'ai pas mis là sur les slides, enfin sur les diapos. Est-ce que, dans quel type de stade jouent les filles? Eh bien, elles jouent dans des petits stades. Alors, sauf l'équipe de filles de l'Olympique Lyonnais, quand elles attirent 30 000 personnes. Là, elles ont droit au grand stade où joue l'OL masculin. Ou le Paris Saint-Germain, elles ont droit au Parc des Princes. Mais sinon, elles jouent dans d'autres stades. Elles ne jouent pas dans les stades où joue l'équipe pro masculine. Elles jouent dans des stades beaucoup plus petits, dont la taille moyenne est de 3400. Évidemment, quand vous attirez 1000 personnes, un stade de 3000, ça me paraît aux 2 tiers vide. Donc il ne faut pas prendre un stade encore plus grand. Donc voilà, elles jouent dans des petits stades, mais qui sont proportionnés aux spectateurs qu'elles attirent. Alors, autre indication, les revenus de la DRF ont beaucoup augmenté. En 7 ans, pour les années où j'ai des statistiques, en 7 ans, il a été multiplié par plus de 2, les revenus de la DRF. Si on additionne tous les revenus de toutes les équipes, on obtenait 9,3 millions en 2013, en euros bien sûr, et en 2019, 22,5 millions. Donc c'est une activité économique en expansion. Pour un économiste, ça veut dire c'est un truc qui marche. Ok, mais avec d'énormes disparités de revenus. En 2013, le plus gros budget, qui est celui de l'Olympique Lyonnais, évidemment, était 48 fois le plus petit budget, qui devait être celui de Soyaux-Charentes, qui est dans la banlieue d'Angoulême, je crois, Soyaux. Voilà, donc 48 fois. Et en 2019, l'Olympique Lyonnais a un budget 72 fois plus grand que le plus petit budget de l'ADF. Donc non seulement il y a une grande disparité, mais cette disparité s'accentue. L'Olympique Lyonnais devient de plus en plus riche, si vous voulez, comparativement à ses concurrents ou ses compétiteurs en DRF. Alors j'en viens au point qui est un peu ma spécialité, qui est le modèle de financement. Si on regarde d'où vient l'argent, enfin ces revenus, ils sont composés de quoi? Ils sont composés, en moyenne, si je prends les 12 clubs de la DRF, la première source de revenus, c'est appelé, dans les chiffres qu'on m'a communiqués, ça s'appelle les revenus commerciaux. Et ça se compose de droits de télévision, de revenus du merchandising, c'est la vente d'objets à l'effigie de l'équipe féminine de Lyon, etc. Et éventuellement de cotisations et de dons privés. Voilà, ça c'est ce qui est appelé revenus commerciaux. On le voit dans ce tableau-là, c'est une grosse source, si on prend la DRF dans son ensemble, qui est le haut du tableau, vous voyez que ce qui s'appelle commercial, c'est-à-dire revenus commerciaux, et ça représente 53%, 48%, 51%, etc. des revenus. C'est la principale source de revenus si on prend tous les clubs agrégés. La deuxième source de revenus, la deuxième source de revenus, si on raisonne sur l'ensemble des clubs, c'est le sponsoring. La troisième source de revenus, c'est les subventions publiques données par les municipalités en particulier. Et la quatrième source de revenus, c'est la billetterie. C'est les spectateurs, c'est la billetterie. Mais ça veut dire que c'est la dernière, c'est la source la plus petite. Et ça s'explique par quoi? Par le fait qu'elles attirent que quelques centaines de spectateurs par match. C'est pour ça que la billetterie est une source modeste de revenus, parce qu'elles attirent en moyenne 900 spectateurs par match, et non pas 20 000, 30 000 comme les garçons. Ok? Mais en fait, il faut différencier
Alors ça, normalement, ça m'est interdit de le faire, mais je le fais quand même et je l'ai publié, puisque les clubs sont secrets, mais moi j'ai donné tous les clubs évidemment facilement. On peut distinguer au moins, et publier ça, la Fédération française de football accepte, on publie ça, c'est distinguer les deux grands clubs, Lyon et Paris Saint-Germain, qui sont quasiment des clubs professionnels aujourd'hui, des 10 autres. Et si on fait ça, qu'est-ce que l'on voit? On voit que les revenus commerciaux sont surtout très très importants pour les deux clubs pro, pour Lyon et Paris Saint-Germain. Regardez, c'est dans les 76%, 66%, 70%, 64% sont formés par les revenus commerciaux parce que c'est eux qui attirent le plus de droits de télévision. C'est eux qui attirent le plus de merchandising. Vous avez déjà acheté un maillot d'Oswego Charente? Ok. Mais par contre, Paris Saint-Germain, oui, ça peut arriver, ou l'Olympique Lyonnais. Donc, c'est eux qui attirent essentiellement les revenus commerciaux. Et donc, pour eux, les spectateurs, c'est pas très important. Ils reçoivent quasiment pas beaucoup de subventions publiques. Okay. Eux, pour eux, ça ressemble à des clubs pro. Hein, c'est surtout les revenus commerciaux et les droits de télé. Par contre, pour les 10 autres clubs, ceux qui sont moins professionnels ou pas tout à fait professionnels, etc., vous voyez que les revenus commerciaux sont plutôt dans les 10-15%. Et qu'est-ce qui est très important pour eux? Ce sont encore les subventions. C'est l'argent qu'ils obtiennent des municipalités. À Soyo-Charente, le maire, il doit y aller, quoi. C'est sûr, il n'a pas de droit de télé. Il faut que quelque chose finance le club de Soyo-Charente. Donc ils ont surtout les subventions et les sponsors. Parce qu'ils n'ont pas les droits de télé. Ils en ont très peu. Sur certains matchs, il y en a très peu. Alors c'est en train de changer parce que cette année, tous les matchs sont télévisés. Et c'est seulement depuis cette année. Donc je ne peux pas vous donner de statistiques pour l'instant là-dessus. Alors, voilà, donc on a assez avancé. Autre chose que... Alors, première conclusion sur cette première série de tableaux qu'on vient de voir, là-dessus. Ma conclusion, si je compare ça aux publications que j'ai faites sur le financement des clubs de foot pro masculin, j'ai publié avec un auteur américain qui s'appelle Paul Stodoar. En 2000, on a publié un article sur les modèles de financement des clubs professionnels de sport d'équipe, américains et européens. Okay, et on avait décelé qu'il y avait deux modèles types de financement. Un qu'on a baptisé SSSL. Alors S pour spectateur, S pour sponsor, et S pour subvention, et L pour local. Local voulant dire de la localité, de la région, au plus de la nation. Apparemment, vous savez ça. Je n'insiste pas, nous en avons entendu parler. Et l'autre, c'est MMMG, c'est-à-dire d'autres sources, telles que surtout les médias, le merchandising, les manias de l'industrie et du commerce, etc., et les marchés. Ça veut dire les transferts de joueurs ou la cotation en bourse. Voilà. Nous, on avait donc trouvé ça il y a 25 ans pour les clubs pro masculins. Et si on regarde, si on revient une seconde sur le tableau précédent, eh bien, la tendance, c'est de dire que, en moyenne, la D1F, ils sont dans le SSSL. Surtout les 10 équipes qui ne sont pas Paris Saint-Germain et Lyon. Ils sont dans le SSSL, sponsors, subventions, etc. Par contre, Lyon et Paris Saint-Germain, ils se rapprochent un peu du MMMG. Les filles de ces deux clubs, ça commence à ressembler à du MMMG. Alors, une dernière note là-dessus, il n'y a pas, pour l'instant, énormément de transferts de joueuses. Il n'y a pas beaucoup de revenus de transfert. Si vous regardez transfer fees, c'est souvent zéro dans le tableau. Il n'y a pas les indemnités de transfert, il n'y en a quasiment pas. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, 97% des joueuses de foot dans le monde sont transférées sans indemnité de transfert. Et 90% sont transférés en fin de contrat. Or, en fin de contrat, il n'y a pas droit à des indemnités de transfert. Donc,
C'est normal. Ça n'est pas encore une activité, le transfert de joueuses n'est pas encore une activité importante, même si dans les quelques équipes de D1F comme Lyon ou Paris Saint-Germain, il y a plusieurs étrangères qui jouent, mais c'est pas très, statistiquement, ça n'est pas encore très significatif. Alors, là, on a vu les revenus, maintenant on va regarder les dépenses, on va regarder le tableau suivant. Comment se répartissent les dépenses des clubs de D1F? Bien, il y a tout de suite une chose qui saute aux yeux, c'est le poste en anglais payroll. Payroll, ça veut dire en français la masse salariale. Et là, il s'agit de la masse salariale chargée, c'est-à-dire y compris les charges sociales d'employeur. Okay, cotisation sociale d'employeur. Et vous voyez que la masse salariale, ça représente 60% ou plus des dépenses des clubs de D1F. Et puis après, il y a un deuxième poste qui n'est pas négligeable, qui est l'organisation des matchs, des frais de transport pour aller de Soyaux à Lyon, etc. Voilà, c'est le deuxième poste, il est un peu en dessous de 20%, entre 15 et 20%. Par contre, vous voyez que les impôts, ces équipes ne faisant pas de bénéfices, elles payent très peu d'impôts puisqu'elles payent que de la taxe sur la valeur ajoutée. On va voir dans un instant, elles sont tout le temps en déficit, donc elles ne payent pas d'impôts sur leur profit. Elles sont pratiquement tout le temps, ou très fréquemment en déficit, mais elles sont obligées de payer de la TVA, bien sûr, comme tout le monde, sur ce qu'elles achètent. Puis il y a d'autres dépenses. Mais donc j'insiste surtout sur, c'est la masse salariale qui coûte cher, et habituellement, on calcule le rapport entre la masse salariale et les revenus du club. C'est l'avant-dernière ligne, et vous voyez que en D1F, on est souvent au-dessus de 90%. 90% des revenus du club couvrent seulement la masse salariale. Okay, et il y a même une année, en 2017, où la masse salariale est plus grande que le revenu des clubs. La masse salariale totale des 12 clubs, c'est-à-dire les salaires payés par les 12 clubs, sont plus grands que les revenus de la Ligue. Ça, normalement, si vous jouez en masculin et dans une des 5 ou 6 principales ligues d'Europe, il y a un problème. Il y a un problème qui s'appelle en France la DNCG. Si va vous dire non, vous arrêtez là, les salaires, vous allez vendre des joueurs, c'est obligé, hein, sinon on vous relègue en 3e ou 4e division. Stop, on arrête. Et si vous jouez au niveau européen, il y a le UEFA Financial Fair Play, le fair play financier de l'UEFA, qui, pareil, les clignotants vont se mettre au rouge et vont dire non, c'est au-dessus de 70%, tout le monde s'inquiète. Voilà. Mais pas en D1F. Et alors pourquoi c'est possible? Eh bien évidemment parce que les équipes féminines sont à ce moment-là, bénéficient, disons, d'argent qui vient de l'équipe masculine. L'équipe pro masculine, qui a plus d'argent, des plus gros budgets, va renflouer la section féminine qui est en déficit. Mais sachez que pratiquement tous les ans, il y a entre 6 et 9 clubs en déficit en D1F. C'est ce que montre d'ailleurs le tableau que voici. Vous voyez, l'avant-dernière ligne, c'est le montant de leur déficit, et la dernière ligne, B sur A, c'est le pourcentage que les pertes financières représentent dans le total des revenus. Donc, vous voyez, c'est souvent, nos pertes sont 45% de nos revenus, 71% de nos revenus, etc. Si on prend toutes les équipes d'un seul coup, et si on enlève si on enlève Paris Saint-Germain et Lyon, ça ne s'améliore pas tellement. Ça s'améliore un peu, mais ça, parce que ceux-là sont particulièrement en déficit, mais ça ne s'améliore pas tellement. Alors, la dernière chose, avant de passer à mon troisième point, qui sera plus une conclusion, bon, je n'ai pas assez de données. Bon, vous savez que les économistes, dès qu'ils ont assez de données, ils utilisent des techniques qu'on appelle l'économétrie, qui consiste à calculer plus que des corrélations. Bon. Quand on n'a pas beaucoup de données, on calcule des corrélations. Et quand on a beaucoup de données, on peut faire des modèles qui expliquent, qui disent que le salaire dépend de telle ou telle variable. Bon. Alors là, on n'a pas assez de données pour l'instant. Je me suis donc seulement amusé, en fait, c'est pas un amusement d'ailleurs, à calculer des corrélations. C'est la seule chose qu'on peut faire quand on n'a pas beaucoup de données. Et donc,
j'ai observé, mais ça c'est un classique, qu'il y a une bonne corrélation entre le salaire payé aux joueuses et le classement des équipes. Ça s'observe souvent en football masculin. Les équipes de haut classement sont les plus gros salaires, enfin les plus grosses masses salariales. Les équipes de bas de classement ont des masses salariales plus faibles. Même chose, en général, une bonne corrélation entre le classement et l'ampleur des revenus. Bon, ça se vérifie en D1F. Mais surtout, ce qui m'a étonné dans ces petits calculs, c'est que il y a une corrélation entre la masse salariale, donc entre les salaires versés aux joueuses, et les revenus, surtout la meilleure corrélation, c'est entre la masse salariale et les revenus du sponsoring. Ce qui donne l'intuition suivante, qui sera vérifiée quand on aura plus de données, c'est que finalement, c'est les sponsors qui payent les salaires. On appelle au secours les sponsors pour réussir à assurer la charge salariale de l'équipe féminine. Voilà. Mais il faudrait plus de données pour aller plus loin dans cette étude. Alors, pour terminer, en conclusion, je peux prendre encore 2 minutes, donc ça sera beaucoup plus bref. Je terminerai par une comparaison entre la D1F féminine et la Ligue 1 du football professionnel masculin en France. Alors, la première chose qui saute aux yeux, évidemment, c'est que les filles, elles ont des performances bien meilleures que les garçons. Et regardez, entre 2000 et 2019, alors la Ligue 1, c'est FL1, c'est la colonne FL1, French League 1, en anglais. Nombre de victoires en Ligue des Champions, 0. Nombre de quarts de finalistes, 13. Pas brillant, c'est moins que en IPL. IPL, c'est English Premier League. GBL, c'est German Bundesliga, c'est l'Allemagne. ISA, c'est l'Italie. Et SLL, c'est la Liga espagnole, la Ligue espagnole. Alors, vous voyez que les quarts de finale, pour les vainqueurs, ils en ont, nous on n'en a pas. Et pour le nombre de quarts de finalistes, ils en ont plein, et ils en ont 4 fois plus que nous, voilà, en moyenne. Donc on est le vilain petit canard dans le football masculin. On gagne que très peu, on a peu de quarts de finalistes et on n'a pas gagné la Ligue des Champions. Et si on passe à l'Europa League, bah c'est pas mieux. On a gagné 0 fois, on a eu 10 quarts de finalistes, c'est-à-dire 2 ou 3 fois moins que les autres ligues appelées Big Five, enfin qui composent avec la Ligue française les Big Five. Donc, on va dire, comparativement aux filles, les garçons, très mauvaise performance. Très faible performance. Enfin bon, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est statistiquement, ils ne sont pas au même niveau, les garçons. Et, comparativement, ils ne sont pas au même niveau. Les filles font beaucoup mieux. Après, si on regarde de nouveau l'équilibre compétitif, là, mes 2 indicateurs, qu'est-ce que l'on voit? On voit la chose suivante, c'est que la compétition de Ligue 1, donc pour les hommes, si vous voulez, elle est beaucoup plus équilibrée que celle des filles. Si vous prenez l'indice Knowles-Scully, pour les filles, il est pratiquement toujours plus grand que 2. Donc, c'est plus déséquilibré. Parce que là, pour la Ligue 1 masculine, il y a beaucoup de chiffres faibles comme 1,15, 1,10, 1,06. Donc, la Ligue 1 a la réputation d'être une des ligues les plus équilibrées en Europe. Voilà. Mais, c'est pas. Alors, on a un sujet de discussion entre nous, si vous voulez, après, qui est est-ce qu'il vaut mieux avoir une ligue équilibrée ou pas équilibrée? Notamment pour les performances internationales, c'est pas sûr que d'avoir une ligue équilibrée soit bon, parce qu'on n'a pas un champion très fort dans la ligue. Et puis, pour la corrélation entre 2 saisons, vous voyez qu'il y a même une année où on a pratiquement le même classement que l'année d'avant. C'est en 2001 par rapport à 2000. Le coefficient est proche de 0,0. Et puis, vous voyez, il y a souvent des coefficients assez bas. Donc, c'est une ligue qui est aussi équilibrée dans le temps. C'est toujours à peu près les mêmes qui reviennent. Pardon, c'est pas ça que j'aurais dû dire. C'est au contraire que
c'est pas toujours les mêmes qui gagnent, qui sont bien classés. Alors, voilà pour ça. Et alors, le modèle de financement, puisqu'on a vu que les filles, elles dépendaient surtout des subventions des sponsors, qu'en est-il en Ligue 1? Ben, c'est totalement différent. En Ligue 1, quel est le pourcentage, enfin, qu'est-ce qui est très important dans le financement des clubs de Ligue 1? Ce sont les revenus de la télévision. Ce sont les droits de télévision. Et c'est pratiquement, c'est toujours plus de 40%, et même certaines années, plus de 50% des revenus des équipes de Ligue 1. Ensuite vient le sponsoring, ensuite viennent les recettes de match, et ensuite arrive tout un tas d'autres petits revenus qui s'agrègent. Voilà, donc la ligue masculine, elle est très télé, on va dire comme ça, elle est très télédépendante. Si on supprime les droits de télévision, il n'y a plus de Ligue 1. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a eu des tas de négociations, l'affaire Mediapro, machin, etc. C'est toujours un problème. Et la Ligue 1 aimerait multiplier par deux ses droits de télévision pour commencer à ressembler à la Ligue Première Ligue. Voilà, parce qu'on est 2 fois plus bas, voire 3 fois plus bas en matière de droits de télévision. Voilà, donc, voilà, donc une structure de financement très très différente, dont on n'est pas sûr qu'elle soit meilleure, mais en tout cas pour l'instant, on a beaucoup de droits de télévision, donc c'est bien. Alors, je terminerai d'une dernière phrase. Pour l'instant, enfin, c'est une sorte de conclusion si vous voulez, pour l'instant, le modèle économique de la division 1 féminine est financièrement moins soutenable que celui de la Ligue 1. La Ligue 1, précisément parce qu'elle a beaucoup de droits de télévision, parce qu'elle a quand même beaucoup plus de spectateurs. Pour les spectateurs, comme vous avez vu, c'est dans les 10 à 12% des revenus, mais ça veut dire quand même plus de 20 000 personnes en moyenne dans les stades. Donc, on est très au-delà de la Ligue 1. Donc, pour l'instant, la viabilité financière du football pro, enfin, qui est semi-pro féminin en France, n'est pas tout à fait assurée et n'est pas aussi soutenable que la Ligue 1. Et deuxièmement, il y aurait des perspectives d'études à faire, mais depuis 2 ans, comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Il faudrait aussi essayer de faire des études comme celle que là je viens de vous présenter pour la Ligue féminine en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, et pouvoir comparer tout ça. Ça va arriver bientôt, il y a beaucoup d'économistes qui s'y intéressent. Voilà, merci pour votre attention, et vous avez la parole si vous avez des questions. Merci beaucoup, c'est super éclairant, et ça répond un petit peu à ce qu'ils ont vu en Ah bon, d'accord, bon, très bien. Vous avez des questions? Ou des commentaires, ou des critiques, ou des ce que vous voulez. Oui, madame. Moi j'ai une question, c'est est-ce que la fédération a mis en place des choses justement pour réguler l'économie de la D1? De la D1 féminine? Oui. Alors, déjà il y a une chose de bien dans votre question, vous avez dit la fédération et vous n'avez pas dit la ligue. Voilà, parce que le football féminin, contrairement au football masculin, il n'est pas organisé dans une ligue professionnelle. Donc, vous avez bien posé la question avec les termes appropriés. Donc, votre question, c'était, alors du coup j'ai oublié votre question, c'est... Est-ce que la fédération met des choses en place pour réguler justement le modèle économique des clubs? Disons qu'ils sont en train d'y travailler, puisque l'idée c'est en effet de les rapprocher en quelque sorte. Bon, on va dire que pour l'instant, c'est une ligue semi-professionnelle, je vais l'appeler comme ça, puisque vous avez des joueuses encore amateurs, etc. Donc, on essaye, ce qui est la réflexion qui est en cours, c'est d'essayer de rapprocher la D1F d'une ligue professionnelle. Et c'est ça le projet qui est à l'étude pour 2024.
Mais ça pose des tas de problèmes qui sont économiques, hein, qui sont où est-ce qu'on va chercher l'argent. Moi, c'est ceux dont je voulais parler, mais encore plus des problèmes juridiques. C'est-à-dire, quel va être le statut des joueuses? Pour l'instant, il y a quelques joueuses qui sont professionnelles. Il doit y avoir quelques françaises, je n'en connais pas la liste exacte, mais c'est surtout les étrangères qui ont été transférées en France, qui sont, je ne sais pas, norvégiennes. Alors, dans son pays, elles sont salariées, professionnelles. Elles arrivent en France, et on leur dit vous devenez semi-amateur, elles ne viennent pas, chez elles. Donc, voilà, et donc la réflexion, elle porte évidemment sur le statut des joueuses. Ça, c'est le premier point le plus crucial, puisque c'est la main-d'œuvre. Hein. Si on n'a pas de main-d'œuvre, on ne fait pas de championnat. Donc ça, c'est la réflexion la plus essentielle. Mais la deuxième, et c'est celle qui intéresse beaucoup les économistes, c'est d'où va venir l'argent. Voilà. Donc, comment attirer plus de spectateurs? Alors, non pas dans les matchs Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais. Là, ils sont à 25 000, 30 000. Là, ça va. Mais comment attirer des gens sur un match Soyaux-Juvisy? Alors, heureusement, Soyaux-Juvisy sont tombés en 2e division. Okay, il n'y a plus que des pros à part une équipe. Hein. Mais voilà, ça, c'est des problèmes qu'il faut résoudre, qui sont des problèmes financiers. Et aussi des problèmes de statut, ça, comme j'ai dit au début, mais aussi des problèmes financiers. Où va-t-on trouver l'argent quand on ne remplit pas les stades, pour le dire comme ça? Alors, on a déjà un début de réponse à cette question. Cette année, les contrats avec la télé sont un peu plus juteux que les années d'avant et les matchs sont retransmis. Mais maintenant, il y a des gens qui sont certainement en train de calculer les taux d'audience. Parce que si ces matchs sont retransmis et qu'il n'y a personne devant les postes de télé, ça sera difficile de re-signer le contrat. Alors, je ne sais pas si le contrat est annuel ou pluriannuel. Enfin, au renouvellement du contrat, on va constater, bon, ça a été quoi le taux d'audience de la D1F? Okay. Alors, il semble que ces taux d'audience soient en hausse. Il semble que la population française, en moyenne, est plus désireuse qu'avant de regarder des matchs de foot féminin. Il y a 20 ans, personne ne regardait les matchs de foot féminin. Excusez-moi, mesdemoiselles. Voilà, et c'était la réalité. Maintenant, on commence à y avoir un spectatorship, comme on dit en anglais, un public télévisuel pour les filles. Et c'est un peu lié, évidemment, aux performances de l'équipe de France, et qui n'ont pas été aussi bonnes qu'on l'aurait espéré, etc. Voilà, donc, tout ça, pour vous répondre très sincèrement, c'est dans les cartons, c'est dans la réflexion. Normalement, il devrait y avoir un texte, alors je ne sais pas si ce sera un texte de loi ou quoi, qui doit sortir en 2024. Voilà. Qui devrait avoir une réponse plus carrée que celle que je viens de donner à votre question. Oui, monsieur, puis monsieur. Vas-y. Vous avez parlé des revenus de transfert qui aujourd'hui étaient inexistants. Il n'y a pas de revenus. Oui, qui sont quasi inexistants. Quasi inexistants, 97% que vous avez cité. Comment ça s'explique? Vous pouvez parler un tout petit peu. Pardon, ouais. Comment ça s'explique? Est-ce que c'est dû au statut justement qui n'existe pas encore de joueuse pro ou à autre chose? C'est dû à deux choses. Je vais faire d'abord une réponse générale sur les transferts. Et après, j'arriverai exactement à votre question. Les indemnités de transfert ne sont payables, même chez les garçons, que si le transfert est effectué avant la fin du contrat. Parce que quand le contrat est à terme, il n'y a pas d'indemnité de transfert. Parce que le club qui a utilisé le joueur l'a utilisé sur toute la durée du contrat, il ne paiera rien. Alors que si le joueur s'en va un an avant la fin de son contrat, le club qui va partir le joueur perd quelque chose et demande une indemnisation, ce qui est normal. Okay. Alors sachez quand même que chez les garçons, dans le football, chez les garçons, il y a, bon, on parle beaucoup des transferts parce qu'on pense toujours à Mbappé, ça va faire combien de millions d'euros et tout ce que vous voulez. Mais Mbappé, ça n'est que la partie émergée d'un iceberg, l'iceberg étant les transferts sans indemnité. 90% des transferts sont sans indemnité. Dans le foot masculin? Oui, dans le foot masculin.
un ordre de grandeur. Alors d'une année à l'autre, ça peut être 80%, etc. Mais je crois qu'il y a, je ne sais plus combien, 80 000 transferts par an, et il y en a 10 000 qui sont payants, ou 100 000 par an qui sont effectués, et 10 000 qui sont payants, qui sont avec une indemnité de transfert. Alors cela dit, ça fait souvent des grosses sommes, parce que un Mbappé, payez pas des caramels, c'est très cher. Mais, et les médias, ils s'occupent que de cela. Mais il y a la très grande majorité des transferts qui se font sans indemnité de transfert. Donc, quand je vous ai dit, il y a 90% des transferts dans le football féminin qui se font sans indemnité, c'est normal. C'est en fin de contrat. Okay, et je vous ai dit, après, il n'y en a que 3% qui se font avec des grosses indemnités. Environ 3%. Et ça, ces 3%-là, c'est pratiquement que des joueuses étrangères qui viennent jouer en France. Plus peut-être la défenseur de l'Olympique lyonnais, le jour où elle bougera. Enfin, elle ne bouge surtout pas, elle est très bien payée où elle est. Etc. Donc, vous voyez, c'est pas un business pour l'instant. Et les agents de joueurs, bon, les gens qui gagnent de l'argent à faire des transferts s'appellent des agents de joueurs, comme vous le savez certainement. Bah, les agents de joueurs, pour l'instant, ne considèrent pas le marché féminin comme un marché. Enfin, bon, quand ils peuvent transférer une bonne norvégienne ou un truc comme ça, ils le font. Mais leur business, il est fondé principalement sur les footballeurs, pas sur les footballeuses. Voilà. Pour l'instant, c'est un métier. Enfin, c'est une activité économique qui est encore peu développée, le transfert payant des joueuses de foot. Alors, ça dit Elgeberg, je ne sais pas comment elle s'appelle, la meilleure joueuse norvégienne qui joue dans notre championnat. Bon, il y a quand même pas mal de zéros dans le chèque. Mais à côté, c'est pas le pourboire qu'accepte Mbappé, quoi. C'est en dessous. Voilà, c'est ça. On n'est pas dans le même monde pour l'instant. Merci. Oui, il y avait... C'était la même. Bon, la même question. Pas de chance pour vous. Oui. Moi, j'aurais deux questions, si possible, si reste le temps. La première, ça dépasse juste le cas du football féminin. J'aimerais savoir le degré d'autonomie du champ de l'économie du sport. Est-ce que c'est un champ qui est un peu... On observe dans le monde économique des tendances, je pense à tout ce qui est augmentation des taux d'intérêt, etc. Est-ce que le champ de l'économie du sport... Est-ce que l'économie du sport est, je veux dire, une bulle autonome comparativement à l'économie mondiale, pardon, ou est-ce qu'elle est assujettie à... Est-ce qu'elle est dépendante des autres domaines économiques? Bon, alors, c'est une bonne question, mais c'est une question compliquée, y compris pour construire une réponse à votre question. Bon, la première chose je vais vous faire une réponse de Normand, au sens que l'économie du sport, alors là, on n'est plus dans le football féminin, le football féminin est en train de rentrer dans l'économie du sport. Mais plus généralement, si on prend le foot pro, masculin, etc., c'est évidemment un secteur qui n'est pas indépendant du reste de l'économie. Okay, mais c'est en même temps un secteur protégé par toute une série de règles et par sa situation. Alors j'explicite un peu tout ça. C'est un secteur qui n'est pas indépendant de l'économie. Il y a une crise sanitaire qui s'appelle Covid. Toutes les activités économiques sont frappées. Le football professionnel est frappé. Dans le cas de la Ligue 1, on arrête même le championnat. Bon, il y a d'autres pays où on se met à jouer à huis clos, etc. Donc c'est interdépendant. C'est un secteur de l'économie parmi d'autres. Alors on peut enlever la pandémie du Covid. Pour jouer un match de foot, il faut que l'équipe ait des ballons, des maillots, des chaussures. Bon, donc elle sollicite l'industrie de la chaussure, l'industrie textile, etc., etc. Voilà, l'industrie du cuir, tout ce que vous voulez. Donc, il y a un dicton chez les économistes qui dit quand le bâtiment va, tout va. C'est-à-dire quand l'industrie de la construction fonctionne bien, en principe, ça veut dire que tous les secteurs fonctionnent bien. Comme vous le savez, en ce moment, la construction va mal, très mal. Donc, il y a une sorte de crise économique larvée. Et évidemment, ça atteint le foot. Et notamment, si vous regardez la croissance des indemnités de transfert, à part le cas spécial de Mbappé, la vitesse de croissance
et les indemnités de transfert a ralenti depuis le Covid. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne croissent pas, ils continuent à croître. Mais il y a eu dans la fin des années 80, à partir de la fin des années 90 et surtout dans les années 2000 et 2010, une envolée des montants des transferts, bon, qui continuent à monter, mais un peu moins vite. Donc tout ça, ça veut dire en clair, le foot, l'économie du sport n'est pas indépendante de l'activité économique. Et c'est même encore un autre exemple, mais on pourrait écrire un livre là-dessus pour répondre à ce que j'ai à faire. Mais un autre exemple, il y a en 2016, l'Observatoire dont je m'occupe a fait réaliser une étude sur l'impact économique d'accueillir les Jeux Olympiques à Paris. En 2016, on ne les avait pas encore. On a fait faire une étude qui a été mise après dans le dossier de candidature de Paris 2024. Okay. On a fait trois modèles, trois variantes. C'est-à-dire pour une variante, on a estimé que le taux d'inflation serait en 2024 de 1%. Une autre variante a pris un taux d'inflation à 2%, et la troisième variante a pris un taux d'inflation intermédiaire. Bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est faux. C'est faux. L'étude est juste, mais elle raisonne sur une hypothèse économique qu'on est dans une économie sans inflation, avec une très faible inflation. Or, l'année dernière, le taux d'inflation en France a dépassé 4%. Cette année, il dépasse 3%. Alors, quelle est la conséquence? Le Centre de droit de l'économie et du sport de Limoges, qui a fait l'étude initiale, a été sollicité par le COJO, le comité d'organisation locale des Jeux Olympiques, Paris 2024, en disant refaites-nous l'étude, parce que bon, on sait que les résultats que vous avez trouvés il y a 7 ans, c'est pas bon. Et c'est pas bon pour des tas de raisons, mais il y en a une qui est clairement liée au reste de l'économie, c'est que l'inflation est au moins 2 fois plus forte. Et ils vont livrer une étude bientôt. Voilà, ils m'ont déjà envoyé, j'ai pas eu le temps de venir attendre. Voilà. Mais voilà, ça va sortir. Donc évidemment, il y a une interdépendance de l'économie du sport avec le reste de l'économie. Mais je vous ai dit, par ailleurs, d'un deuxième point de vue, c'est en partie protégé. Alors c'est protégé par deux choses. C'est protégé par des règles et c'est protégé par la situation du sport qui, en général, dans la plupart des sports, pour la plupart des disciplines sportives, le sport est une activité qui a un monopole économique. Alors j'explique ça. Qui a le droit d'organiser du foot en France? La Fédération française de football. Ou ses délégataires que sont les ligues professionnelles ou pas professionnelles. Mais il n'y a qu'une entreprise, entre guillemets pour entreprise, qui offre du football. Okay? D'un point de vue économique, l'offre de foot, c'est une entreprise, la fédération. Elle est en situation de monopole. Essayez d'organiser une entreprise concurrente. Vous allez voir. Alors, un exemple encore plus majeur, c'est les Jeux Olympiques, qui a un monopole mondial. Essayez d'utiliser les anneaux olympiques, vous allez voir. Vous allez être traîné en justice et vous allez payer des millions. Okay? Donc voilà, le caractère monopoliste protège le sport. Enfin, ou on peut le dire autrement, le sport se protège en essayant de préserver le monopole. Et chaque fois que dans le foot, quelqu'un décide de créer, comme le fils Agnelli là, veut créer une ligue commerciale fermée, qu'est-ce qui se passe? Le monopole qui s'appelle UEFA, c'est le monopole européen, proteste, prend des mesures pour qu'on ne lui pique pas son pouvoir de monopole. Et puis à part ça, il y a des règles sur les transferts, il y a plein de règles partout dans le sport. Donc il y a des règles, certaines de ces règles sont protectrices, et la deuxième chose qui protège, c'est on est en situation de monopole, bon ça va. Même Coca-Cola, c'est pas aussi bien parce qu'il y a Pepsi, quoi, voilà. Parce que la Fédération française de football, il n'y a personne d'autre qui offre du football en France. Et au niveau mondial, personne d'autre que la FIFA. Ou sinon, ça s'appelle un tournoi organisé par Ted Turner aux États-Unis. Ça attire ça attire un peu de personnes, mais ça n'a pas le prestige ni rien. C'est pas le même produit que bon, la FIFA, l'UEFA ou la Fédération française de football.
Voilà, donc double protection, protection économique et protection réglementaire, parce qu'il y a des règles protectrices des joueurs. Et autrefois, une des règles protectrices, c'était ce qui existait avant l'arrêt Bosman. Hein, c'était le foot se protéger sa ressource. C'est-à-dire, il interdisait les transferts libres. Hein. Voilà. Alors maintenant, il a perdu le contrôle total sur sa ressource, mais il y a encore des règles protectrices sur d'autres choses. Les droits de télé, etc. Dernière question. Est-ce que vous avez une corrélation entre compétitivité... Ah, vous pouvez parler plus fort, hein? Est-ce qu'il existe une corrélation entre compétitivité et puissance économique d'une ligue professionnelle sportive? Je vous entends vraiment. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la compétitivité Oui. et D'une ligue économique. Et la puissance économique d'une ligue, oui, a priori, la réponse... il y a un problème dans votre question, vous ne l'avez pas fait exprès, qui est de définir ce qu'on appelle compétitivité. Voilà. Si par exemple vous définissez compétitivité, la capacité pour une ligue d'avoir un de ses clubs qui gagne la Ligue des Champions ou qui arrive en finale de la Ligue des Champions, en quart de finale, prenez un indicateur singulier, si vous étalonnez la performance en disant une ligue compétitive, c'est celle qui est souvent en finale, etc. Là, il y a évidemment une très bonne corrélation entre ça et les revenus de la ligue. Les clubs, il y a, pour le dire autrement, dans un article que j'ai publié, mais c'est un truc que j'ai souvent discuté avec l'UEFA. L'UEFA, une fois j'ai été invité à l'UEFA, j'ai dit à mon interlocutrice, ouais, l'UEFA est dominée, donc la Ligue des Champions et la Ligue Europa sont dominées par une vingtaine de clubs. Et la dame en face, que j'avais connue comme étudiante et qui est américaine, m'a dit 20 c'est beaucoup trop. Peut-être même ça n'est pas 10. Ok? Alors, moi j'ai publié un article dans lequel on voit que c'est 12 clubs qui trustent pratiquement tous les trophées de l'UEFA. Enfin, vous les connaissez, Bayern Munich, la liste des 12, elle est facile à retrouver, qui ont gagné presque tout. Et il se trouve que ce sont les clubs les plus riches dans les ligues les plus riches. Ok? Citez-moi une équipe suisse qui pourtant est un pays riche, mais ces clubs ne sont pas très riches, qui auraient gagné quoi que ce soit. Ou les clubs belges, bon, ils performent pas mal, les clubs belges, ils ne gagnent pas la Ligue des Champions, etc. Parce que Anderlecht, tout ça, c'est microscopique d'un point de vue financier comparé à Paris Saint-Germain. Et donc, il y a bien, en effet, une corrélation entre la richesse des clubs, on va dire ça comme ça, et la compétitivité, ce que nous, économistes, on teste souvent en essayant de voir si le revenu du club est corrélé avec le classement. Et tous les calculs qui ont fait ça, pratiquement tous les calculs répondent oui, c'est corrélé. Et la deuxième corrélation qu'on calcule souvent, c'est est-ce que c'est corrélé avec la masse salariale? La réponse aussi, c'est très souvent oui, c'est la masse salariale qui... Et alors, comme on a des modèles plus compliqués que la simple corrélation, on arrive même à dire c'est la masse salariale qui détermine la performance. Il n'y a pas qu'une corrélation, il y a un peu de causalité, pour le dire comme ça. Donc, mais là, pour un modèle plus compliqué avec plein de variables de contrôle, je ne vais pas vous faire des maths. Bon. Mais on arrive même à dire ça, c'est que les masses salariales sont l'un des déterminants de la performance sportive. Et donc, plus vous avez de masse salariale, plus vous allez être classé haut dans le championnat, ou plus vous allez gagner, aller loin en Ligue des Champions, etc. Oui, la réponse est oui, sur le fond de votre question. Mais c'est, comme vous l'avez compris par la réponse, c'est une question un peu compliquée à traiter. Il faut être assez bon en maths, voilà, et j'en passe. Merci beaucoup pour cette première partie. Je vous propose qu'on se retrouve à la MSH de Bordeaux, qui est juste à côté.